Un groupe de hackers ukrainiens a publié des données montrant que la Russie a fourni des avions de chasse ou qu'un accord est en place pour fournir 48 avions Su-35 de dernière génération à l'Iran, en prélude à ce que beaucoup considèrent comme une deuxième confrontation avec Israël. Interrogé à ce sujet, Sergei Lavrov a déclaré « La Russie répondra aux besoins militaires de l'Iran malgré les sanctions ». Il n'a pas précisé ce que cela inclurait. Ils n'ont pas l'intention d'écouter les sanctions ni de les respecter. Nous développerons la coopération militaire et technique avec l'Iran malgré les sanctions de l'ONU. Nous n'avons aucune restriction. La vente d'un avion Su-35 à l'Iran est en préparation depuis longtemps. Et d'après ce que nous savons, elle a été retardée principalement parce que l'Iran traînait les pieds. À un moment donné, il y a environ un an, des avions d'entraînement étaient impliqués. Car vous savez, la Russie est très méthodique. Elle s'assure que les pilotes du pays acheteur potentiel maîtrisent d'abord parfaitement les appareils d'entraînement avant de passer aux modèles les plus avancés. On ne veut évidemment pas en perdre un pendant la formation. Mais ensuite, l'Iran n'a pas donné suite à l'accord. Et la Russie attendait cela. Les Su-35 ne sont en réalité pas utilisés de manière très intensive pendant le conflit en Ukraine. Donc la Russie est certainement en mesure de respecter les termes d'un tel accord. Mais ce sera un processus, juste pour que vous le compreniez bien. Vous savez, si des Su-35 arrivaient, disons, à Téhéran la semaine prochaine, ce qui est peu probable, eh bien, les pilotes iraniens ne pourraient pas simplement les faire décoller pour affronter Israël ou les États-Unis, pas plus que les pilotes ukrainiens, il y a un an, n'auraient pu sauter dans des F-16 et se diriger vers la ligne de front en Ukraine. Le Su-35 est également un avion beaucoup plus avancé. Mais nous avons entendu des responsables iraniens au cours des 2 dernières semaines parler aussi de S-400 en route et de MiG-29, n'est-ce pas? Un appareil plus ancien mais performant, à peu près comparable au F-16 russe, soit déjà présent en Iran, puisqu'on en a signalé la présence, soit en cours d'acheminement. Et je suis sûr qu'il y a d'autres livraisons aussi. La Russie a déjà clairement indiqué qu'elle répondrait aux besoins militaires de l'Iran. Et c'était l'Iran qui, vous savez, n'était pas intéressé, du moins jusqu'à la dernière attaque d'Israël et des États-Unis. Maintenant, certains signes montrent que l'Iran passe à l'action. L'Iran est, comme l'a décrit Poutine, un pays avec lequel il est difficile d'être ami, n'est-ce pas? Ils ont leur fierté, leur croyance en leur propre souveraineté et indépendance. Et il est compréhensible qu'ils ne veuillent pas être particulièrement dépendants d'un seul pays. Il est également compréhensible qu'ils hésitent à dépendre trop de la Russie. Par le passé, vous savez, la Russie et l'Iran ont, dans un passé lointain, eu des confrontations. Dans un passé plus récent, si l'on remonte à environ 2010, lorsque Dmitri Medvedev était président, la Russie et la Chine avaient toutes deux accepté des sanctions contre l'Iran. Même si, pour être juste, c'était probablement surtout parce que cela aurait permis d'éviter une attaque américaine contre l'Iran. Il y avait aussi un accord pour livrer des S-400 à l'Iran, ou était-ce des S-300? L'un de ces deux systèmes de défense aérienne avancés. Et la Russie a fait attendre l'Iran pendant des années à cause, vous savez, de ces sanctions. C'était surtout, bien sûr, pour plaire aux États-Unis et à Israël, car à cette époque, la politique du gouvernement russe était d'essayer de s'intégrer à l'Occident. C'est ce qu'il voulait. Il est donc compréhensible que l'Iran craigne de faire trop confiance et de dépendre excessivement d'un autre pays.
La Russie n'est plus le pays qu'elle était en 2010. Et je suis en fait d'accord avec ce que votre dernier invité disait à propos d'un conflit permanent avec l'Occident. Si le Kremlin ne le comprend pas encore, il devrait le faire. Il ferait mieux de se mettre à la page. Mais je pense qu'il le comprend, ou du moins qu'assez de personnes au Kremlin le comprennent. En réalité, si la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays, la Corée du Nord, le Venezuela, et ainsi de suite, ne s'unissent pas maintenant, ils seront éliminés un par un. Les États-Unis perçoivent une fenêtre géopolitique d'opportunité qui se referme pour étendre et maintenir leur hégémonie avant que le transfert mondial de richesses par le commerce ne donne naissance à une Chine, une Russie et d'autres pays bien trop puissants pour qu'ils puissent s'immiscer dans leur arrière-cour. Et pour la Chine, il est probablement déjà trop tard pour cela. L'Iran a évidemment été pris pour cible il y a quelques mois, n'est-ce pas? On pensait qu'une frappe de décapitation, combinée aux activités de renseignement israéliennes sur le terrain, ferait tomber le gouvernement iranien. Ce ne fut pas le cas. Les frappes de décapitation n'ont été que partiellement réussies, et tout ce que le Mossad préparait comme action clandestine, terroriste, séparatistes et autres éléments sur le terrain étaient loin d'être suffisants. En plus de cela, les frappes à longue portée de l'Iran ont fini par épuiser et submerger les défenses aériennes israéliennes et occidentales au-dessus d'Israël, car le plus grand talon d'Achille des États-Unis et de l'Occident à l'heure actuelle est leur dépendance excessive à un système de défense aérienne imparfait, le Patriot, ainsi que leur pénurie critique d'intercepteurs PAC-3 pour celui-ci. Et c'est finalement pour cela qu'ils ont dû annuler la dernière guerre contre l'Iran. Vous savez, Trump est arrivé, a largué quelques bombes, a déclaré la victoire, puis a annoncé un cessez-le-feu parce qu'ils n'avaient pas assez d'intercepteurs de défense aérienne et que les défenses étaient déjà submergées. C'est pourquoi il leur sera difficile de lancer une nouvelle guerre, car j'ai du mal à imaginer qu'en seulement quelques mois, ils aient pu reconstituer leur stock. Nous connaissons leur rythme de production d'intercepteurs PAC-3. C'est 600 par an chez Raytheon, n'est-ce pas? Exactement. Donc, s'ils veulent déclencher une nouvelle guerre contre l'Iran, ils doivent avoir un nouveau plan astucieux pour la terminer rapidement. Une autre frappe de décapitation, une sorte de révolution de couleur sur le terrain. Ou peut-être qu'ils sont convaincus de pouvoir cibler et détruire tous les lanceurs de missiles iraniens. Apparemment, Israël aurait envoyé un message à l'Iran par l'intermédiaire de la Russie, affirmant qu'il ne voulait pas attaquer. Même le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un appel téléphonique entre Netanyahou et Vladimir Poutine avait conduit Netanyahou à vouloir dire à l'Iran qu'il n'allait pas attaquer. Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'ils étaient parfaitement capables de tromperie. Et regardez le cessez-le-feu maintenant. Moins de 24 heures après son entrée en vigueur, Israël tue déjà des Palestiniens. Oui, je ne sais pas qui tu pourrais considérer comme plus peu fiable que Netanyahou ou Trump, tu vois, mais je ne peux faire confiance à aucun des deux. Je ne leur ferai certainement pas confiance du tout, et il n'y a aucune raison de le faire. N'est-ce pas? Je veux dire, l'Iran a été attiré dans une tentative d'attaque surprise la dernière fois parce qu'il s'était engagé dans une démarche diplomatique avec les États-Unis. Les dirigeants du Hamas ont été assassinés au Qatar alors qu'ils s'y trouvaient sous le prétexte d'examiner un nouvel accord américain. On le voit déjà. Le cessez-le-feu il n'a toujours été prévu que pour durer jusqu'à l'échange d'otages, et il n'y avait jamais eu la moindre chance qu'il dure au-delà. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'Israël permette un jour la présence de soldats de la paix arabes ou indonésiens sur le terrain dans son grand Sion. Donc ce n'est pas une surprise.
Eh bien, qu'il y ait des considérations militaires, comme je l'ai dit, il serait très difficile, voire prohibitif, pour les États-Unis et Israël de s'engager en ce moment dans un nouveau conflit avec l'Iran. Le plus gros problème, c'est le manque, le talon d'Achille, c'est la défense aérienne, en particulier la pénurie d'intercepteurs de défense aérienne. Nous n'avons aucune raison de croire qu'ils ont d'une manière ou d'une autre miraculeusement augmenté la production, et cela complique beaucoup les choses. Cela ne veut pas dire qu'ils ne trouveront pas un plan astucieux qu'ils croient réalisable, comme ils l'ont fait la première fois, n'est-ce pas? C'est là le danger, leur manque de réalisme militaire quant à leur capacité dans ce domaine. Mais on pourrait dire la même chose de bien d'autres choses auparavant. Donc Israël peut bien le dire. Mais cela ne veut certainement pas dire que l'Iran, la Russie ou quiconque d'autre devrait leur faire confiance ne serait-ce qu'une fraction de seconde à ce sujet. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Mais la réalité, c'est que même si tout ce qu'on a entendu est vrai, n'est-ce pas? La Russie envoie des transports militaires vers l'Iran. Il y a eu de nombreux rapports à ce sujet au cours des 2 dernières semaines. Nous ne savons pas ce qu'ils contiennent. Cela pourrait être du matériel normal, déjà sous contrat, ou bien de tout nouveaux S-400 et autres systèmes de défense aérienne. Mais quoi qu'il en soit, cela prendra du temps. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent mettre en place en un jour. Ce que la Russie possède, c'est un réseau de défense aérienne et de guerre électronique intégré, interconnecté et à plusieurs couches. Le meilleur au monde, comme cela a certainement été démontré au cours des dernières années. Et bien que ce ne soit pas parfait à 100%, c'est aussi proche que possible de tout ce qui a existé dans l'histoire. C'est le meilleur au monde. Et ce qui s'est passé en Israël montre clairement que leur dôme de fer, la fronde de David et tout le reste n'étaient pas aussi efficaces qu'on le prétendait. Pendant ce temps, la défense aérienne de la Russie a résisté à plusieurs vagues de missiles de croisière et de missiles balistiques occidentaux, ainsi qu'à des centaines d'attaques de drones quotidiennes dirigées par des satellites américains et bien d'autres moyens. Mais cela ne va pas apparaître comme par magie du jour au lendemain. Il faudra du temps pour le construire, l'intégrer et former le personnel à utiliser correctement ces systèmes avancés. Donc, si les États-Unis et Israël envisagent une autre attaque rapide et trompeuse, alors tout ce que la Russie et ou la Chine peuvent fournir, car il y a également eu des rapports sur des transports militaires chinois se rendant en Iran, n'aidera que dans une certaine mesure. Cela prend du temps. Qu'il s'agisse de défense aérienne ou d'avions de chasse russes, ce n'est pas quelque chose qui peut être intégré du jour au lendemain, comme on l'a clairement vu avec l'impossibilité pour le proxy occidental en Ukraine. Tous ces systèmes sophistiqués doivent être opérés par leur propre personnel. Et même dans ce cas, sans système intégré, ils ne fonctionnent pas comme des réseaux interconnectés multicouches. Leur efficacité reste très limitée. J'ai une question, Marc. En ce qui concerne ce sujet, en particulier les modèles plus anciens, les MiG, et même les systèmes de défense aérienne que la Russie fournit à l'Iran, j'ai entendu des rapports en provenance d'Iran affirmant que des ingénieurs russes et un soutien logistique seraient impliqués. Est-ce vrai? Et est-ce que cela permet au moins d'accélérer le processus pour que ce type d'arme soit plus prêt à l'emploi ou utilisable au combat? Ou cela prend-il encore du temps? Vous savez, je pense qu'Israël est probablement un peu inquiet à l'idée de ne pas avoir d'attaque surprise à sa disposition cette fois-ci. Mais malgré tout, comme vous l'avez dit, et comme tous ceux qui sont venus dans cette émission l'ont dit, et je le crois sincèrement aussi, quelque chose finira par se produire, car Netanyahou n'a pas abandonné, ou Israël n'a pas abandonné, cet objectif de changement de régime. Alors, quelles sont vos réflexions à ce sujet?
Oui, donc je veux dire, il ne fait aucun doute qu'il y a des militaires et des techniciens russes sur le terrain. C'est vrai, en fait c'est essentiel. Ce n'est pas quelque chose qui accélérerait nécessairement le processus. C'est une partie indispensable du processus. Sans cela, rien ne se ferait. Nous savons donc que la Russie a beaucoup de personnel sur place. Par exemple, ses scientifiques, ingénieurs et ouvriers à Bushehr, la centrale nucléaire iranienne. Même lors des dernières frappes, la Russie a été très claire. Elle ne retirait pas son personnel de Bushehr et elle a averti Israël, n'y touchez pas, nos gens sont là, ne frappez pas cet endroit. Et ils ne l'ont pas fait. Mais quoi qu'il en soit, je ne m'attends pas à une situation où la Russie déclarerait la présence de forces militaires au sol en Iran comme une sorte de dispositif humain de dissuasion. Exactement. Ce n'est pas le type d'accord de partenariat stratégique que la Russie et l'Iran ont à notre connaissance. Il ne comporte pas de clause de défense mutuelle comme celui avec la Corée du Nord. Bien que, encore une fois, on nous ait dit que la Russie avait proposé cela à l'Iran et qu'ils avaient refusé. De même que les Chinois. Malheureusement, le niveau d'alliance, de confiance et d'intégration entre les trois n'est toujours pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, et il doit l'être. Espérons qu'ils feront des progrès à ce sujet, car sinon, comme je l'ai dit, ils seront éliminés un par un. Mais on a découvert, vous savez, que la Russie était bien plus coriace. L'administration Blinken-Sullivan a découvert que malgré leur idée qu'ils pouvaient abattre la Russie et se tourner ensuite vers la Chine, ils n'y sont pas parvenus. Et puis, évidemment, Israël et l'administration Trump pensaient pouvoir rapidement faire tomber l'Iran, n'est-ce pas? Se tourner vers l'Iran, puis laisser l'Europe contenir la Russie, et ensuite se tourner vers la Chine. Et de toute évidence, cela n'a pas non plus fonctionné. Il semble maintenant que l'administration Trump cherche un objectif plus facile, une victoire au Venezuela. Mais si elle faisait cela, le Venezuela a évidemment une armée bien plus petite et moins capable que celle de l'Iran, et certainement bien moins que celle de la Russie. Il dispose de quelques S-300 russes, de quelques systèmes plus anciens, je crois, et de quelques défenses aériennes vieillissantes. Mais je veux dire, personne ne doute que si les États-Unis intervenaient massivement au Venezuela, ils pourraient, grâce à des frappes de décapitation, éliminer le gouvernement vénézuélien. Et avec l'aide des oligarques de l'opposition et d'autres acteurs similaires qui formeraient leurs propres armées de droite, et ainsi de suite, ils pourraient renverser le gouvernement. La question devient alors, peuvent-ils réellement occuper le pays et le gouverner? C'est une autre histoire, et cela dépend de la situation, de la ferveur du peuple vénézuélien qui soutient Maduro et la poursuite de la révolution bolivarienne. Je ne suis pas en position de juger cela. Je dirais seulement que j'ai toujours peur dans de telles situations, car les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mossad, voire les services de renseignement turcs, ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient extrêmement efficaces pour coopter secrètement des généraux et des figures politiques de haut rang et pour amener les troupes à se retirer. Je veux dire, ils avaient quoi? Environ 90% de l'armée syrienne, non? Sur 200 000 hommes, ils se sont essentiellement retirés, ont déposé les armes et sont rentrés chez eux sur ordre de leurs généraux et officiers. Si cela a pu se produire en Syrie, alors, malheureusement, la possibilité que cela se produise aussi au Venezuela existe. Donc je ne sais pas. Je ne suis jamais allé au Venezuela et je ne peux pas me prononcer. Mais, vous savez, les personnes qui étaient sur le terrain en Syrie ne l'avaient pas vu venir non plus. Donc nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais il ne fait aucun doute que l'administration Trump cherche probablement une victoire facile. Il considère le Venezuela comme un fruit à portée de main.
le pays possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Et on peut parier qu'il y a des gens aux États-Unis et dans d'autres États profonds occidentaux, le blob, si vous voulez, qui voient cela comme une partie d'échec géopolitique. Oh, vous pensez que vous allez nous prendre notre pion ou notre cavalier, ou peu importe, en Ukraine. Eh bien, bam, voilà votre pion en Syrie. Bam, voilà votre pion au Népal. Bam, le Venezuela. Indonésie, exactement, l'Indonésie partout. Nous sommes déjà engagés dans une partie de longue haleine. Je veux dire, nous sommes dans le conflit pour l'ordre mondial qui se joue sur les plans militaires, économiques, dans le cyberespace et bien sûr dans la sphère de l'information, n'est-ce pas? Ce n'est pas un seul conflit. C'est une multiplicité de conflits, ce qui est logique lorsqu'on cherche à empêcher la naissance d'un ordre mondial multipolaire. Nous sommes dans ce jeu. Nous y sommes bien engagés. Et le Venezuela, ce qui s'y passe, n'est qu'une autre partie, une bataille de plus dans ce qui sera au final un conflit qui durera des décennies. Et nous aurons une chance inouïe si cela ne se termine pas en Armageddon nucléaire. Vous savez, Israël avait déjà éliminé 7 Palestiniens, même pas 24 heures après ce cessez-le-feu. Et puis Marc, il y a eu ces images incroyables de la très brève visite de Trump à la Knesset en Israël, ainsi que, bien sûr, ce sommet absolument pathétique que nous avons vu en Égypte. Et je veux simplement faire écouter un extrait de ce commentaire sur les armes, qui, je pense, illustre cet élément de confiance dans le conflit plus large dont vous parlez. Parce que lorsque vous entendez le président américain parler ainsi, c'est la seule chose que Trump fait. Il vous dit franchement que tout cela fait partie de l'agenda. Voilà, je peux vous dire que nous avons des armes qui... Personne n'en a jamais rêvé. J'espère seulement que nous n'aurons jamais à les utiliser. J'ai reconstruit l'armée, j'en étais fier. Mais certaines choses, je les ai détestées. J'ai détesté certaines armes parce que leur puissance est immense. C'est tellement dangereux, tellement mauvais. Mais nous devons faire ce que nous devons faire. Nous fabriquons les meilleures armes du monde, et nous en avons beaucoup. Et nous en avons donné beaucoup à Israël, franchement. Et je veux dire, Bibi m'appelait tellement de fois. Peux-tu m'obtenir cette arme? Cette arme? Cette arme? Certaines, je n'en avais même jamais entendu parler, Bibi. Et je les ai fabriquées. Mais on les faisait arriver, n'est-ce pas? Et ce sont les meilleurs. Les meilleurs. Mais tu les as bien utilisés. Il les a donc bien utilisés. Nous leur avons donné des armes. Bien sûr, tout ce tapage. Je ne sais pas quelles sont ces armes, toute cette histoire selon laquelle ce seraient les meilleures armes et tout le reste. Mais la vérité, c'est qu'il admet clairement avoir donné des armes à Israël et qu'il dit qu'ils les ont bien utilisées. Et comment les ont-ils utilisées? Eh bien, ils les ont utilisées sur Gaza. Ils ont facilité le génocide. Le génocide, et bien sûr Est et le Liban. Le Liban, le Syrie. Oui, d'accord. Je veux dire, c'est un dictat néocolonial. Je ne m'attends pas à ce qu'il dure plus longtemps que le précédent. Souviens-toi, nous avons déjà traversé tout cela. Il y avait un cessez-le-feu très similaire lorsque Trump est arrivé au pouvoir, et celui-là s'est effondré encore plus vite que celui-ci, car au moins ils avaient mené à bien l'échange d'otages. Même si je comprends que, concernant les otages palestiniens détenus par Israël, le pays est déjà revenu sur sa parole et décide maintenant de qui il va libérer et de qui il ne libérera pas.